Bas pour son exposé. Je donne maintenant la parole à Madame Shima Sen Gupta. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, d'entrée de jeu, je tiens à remercier le Guyana de permettre à l'UNICEF de prendre la parole devant le Conseil de sécurité aujourd'hui. Alors que nous entamons notre réunion aujourd'hui, je voudrais vous présenter une vérité simple mais douloureuse. Le rapport de cette année du secrétaire général confirme une fois de plus ce que tant d'enfants savaient déjà, que le monde ne parvient pas à les protéger face aux affres de la guerre. Les Nations Unies ont confirmé le plus haut nombre de violations graves contre les enfants depuis que ces dernières sont recensées, soit une hausse de 25% par rapport à 2023, année qui avait déjà battu des records. Des milliers d'enfants tués, mutilés, des milliers d'autres recrutés, enlevés, violés ou privés d'aide humanitaire. Et ce ne sont là que les cas avérés. Nous savons tous que les véritables chiffres, que l'ampleur de ce fléau sont bien plus élevés. Chaque violation contre un enfant de par le monde est un échec moral qui laisse des blessures qui ne pourront jamais complètement guérir. Excellence, derrière ces chiffres se cachent des visages, des noms, des vies. Au Soudan, une fille de 14 ans a subi un viol en réunion chez elle. Sa mère avait une arme pointée sur elle pendant ce viol et on lui a dit de ne rien dire à personne. Au Nigeria, 6 garçons de 9 à 12 ans ont trouvé un objet métallique et ont décidé de le vendre en tant que métal. Et cet objet a explosé, tuant la personne qui l'examinait et les garçons. Et cela se produit au quotidien, dans une ampleur qui est difficile à imaginer. En Israël et dans l'État de Palestine, l'an dernier, 8000 graves violations ont été avérées. À Gaza, ce sont les enfants qui payent le plus lourd tribut. Nulle part ailleurs au monde, l'on ne recense un nombre si élevé de violations graves depuis que le Conseil a établi le mécanisme de surveillance et de communication de l'information il y a 20 ans. Dans ces contextes et dans d'autres régions, nous constatons un délitement des protections élémentaires que méritent tous ces enfants, pas seulement pour des raisons juridiques, mais simplement pour une raison de décence humaine. Je voudrais mettre en lumière deux tendances particulièrement alarmantes. Tout d'abord, le recours croissant à des armes explosives dans les zones peuplées. Il s'agit à présent de la cause principale de victimes parmi les enfants de par le monde, représentant plus de 70% de tous les cas de meurtre ou de mutilation. Ces armes touchent des maisons, des écoles, des hôpitaux, des abris, alors que des familles se retranchent dans ces établissements en espérant être épargnées par les combats. De la République démocratique du Congo à Gaza, en passant par le Myanmar, le Soudan, l'Ukraine ou le Liban, les enfants continuent d'être blessés ou d'être tués, pas seulement dans des échanges de tirs, mais du fait de campagnes de bombardement, de pilonnage ou encore des restes explosifs de guerre. Ces armes ne touchent pas seulement les civils, les enfants lorsqu'elles les touchent, mais détruisent également des systèmes d'approvisionnement en eau, en électricité, des maisons, des hôpitaux, des écoles, des aires de jeu, ce qui a des effets directs sur l'accès des enfants à la santé, à l'éducation, à l'eau propre. Ces enfants n'ont même plus un endroit sûr où ils peuvent jouer et dormir. Ils ne peuvent plus alors être véritablement des enfants. Chaque reste non explosé dans un champ, dans une cour d'école, dans une allée est une condamnation à mort.
Deuxièmement, il s'agit de la hausse des violences sexuelles. Les cas avérés de viol et de violences sexuelles contre les enfants ont connu une hausse de 35% en 2024. Il ne s'agit là que des cas confirmés et nous savons tous que cette violation est particulièrement sous-signalée car les victimes, et en particulier les enfants, craignent souvent la stigmatisation, la honte, les représailles si ils parlent. Il ne s'agit pas seulement de graves violations dans des termes techniques, il s'agit en fait d'actes de brutalité qui font voler en éclats des vies entières. Les rescapés non seulement ont des blessures physiques, des traumatismes, mais ils font également l'objet de stigmatisation, de rejet et souvent d'abus. En RDC, au cours des 2 premiers mois de 2025, quelques 10 000 cas de viols et de violences sexuelles ont été enregistrés par nos partenaires de la protection de l'enfance. Plus de 40% des personnes touchées étaient des enfants. En bref, lors de cette période tumultueuse, on a estimé qu'un enfant était violé toutes les 30 minutes. Haïti est un autre exemple frappant, avec des centaines de cas de violation, souvent avec des violents réunions de la part de bandes armées, dans les territoires placés sous leur contrôle. En Somalie, au Mali, des cas similaires ont été corroborés, ce qui démontre une tendance qui est en fait un échec systématique à protéger les enfants. Et pourtant, l'impunité demeure la norme. Les rescapés peinent à bénéficier des soins, du soutien nécessaire. Les auteurs doivent rarement rendre des comptes. Nous devons changer la donne. Excellence, ces faits font froid dans le dos, mais ne représentent pas toute la réalité. Car dans le contexte des violences croissantes et des ressources qui sont en baisse, le sort des enfants dans les conflits armés demeure constitue un programme qui demeure une source d'espoir. Ainsi, en 2024, plus de 16 000 enfants ont été libérés de forces armées ou d'autres groupes et ont été protégés ou réintégrés. Nous voyons d'autres progrès. En Syrie, l'armée nationale syrienne d'opposition a signé un plan d'action pour mettre un terme et prévenir le recrutement et l'utilisation d'enfants, ainsi que le meurtre et la mutilation d'enfants. En RCA, un protocole de transfert garantit la remise rapide d'enfants de groupes armés vers des civils. En Colombie, d'anciens commandants ont été inculpés pour crimes de guerre, notamment recrutement et violences sexuelles contre des enfants. En RDC, des enfants sont séparés des forces de sécurité nationale grâce à la vérification de leur âge et à d'autres dépistages de l'ONU. En Haïti, les autorités de transition ont mis en place une équipe spéciale conjointe afin de mettre en œuvre des protocoles de transfert pour les enfants associés à des groupes armés. En Irak, au Pakistan, en Libye, aux Philippines, les gouvernements ont contracté des engagements tangibles à mettre un terme à ces graves violations. Tous ces exemples nous rappellent que là où la volonté politique est de mise, des avancées sont possibles. Ils démontrent également le rôle de premier plan que jouent les acteurs garantissant l'accès humanitaire ou la protection de l'enfance, dont beaucoup travaillent au péril de leur vie. Excellence, l'UNICEF prie le Conseil et les États membres à prendre des mesures urgentes dans 6 domaines clés. Tout d'abord, exiger que toutes les parties au conflit respectent le droit international humanitaire et fassent cesser les graves violations. Cela passe par la signature et la pleine application de plans d'action avec l'ONU, la libération des enfants des forces armées, leur remise pour la réintégration dans la société, des ordres, des instructions très claires des commandants quant aux violations et à la reddition de comptes, reconnaître les enfants en tant que victimes et non pas menaces, et ne plus détenir les enfants pour association présumée avec des groupes armés. En deuxième lieu,
arrêter d'avoir recours ou de garantir la prolifération d'armes explosives dans des zones peuplées. Cela passe par l'approbation et la mise en œuvre de la déclaration politique sur les armes explosives dans les zones peuplées. Il faut arrêter de transférer des armes aux partis qui sont connus pour prendre pour cible les civils, les hôpitaux, les écoles, et défendre le traité d'interdiction des mines antipersonnelles et la convention sur les armes à sous-munitions. Il est important de garantir l'appui à ces traités. Tézièmement, protéger et élargir l'espace humanitaire. Il y a de plus en plus de refus d'accès d'aide humanitaire. Il n'y a jamais eu autant d'acteurs humanitaires, notamment de l'ONU, tués en 2024. C'est intolérable. L'aide doit atteindre les enfants où qu'ils se trouvent, en toute sécurité, sans obstruction. Quatrièmement, appuyer et favoriser les contacts humanitaires avec les groupes armés non étatiques afin de mieux protéger les enfants et de garantir l'accès humanitaire. Au fil des années, ces contacts ont porté leurs fruits pour les enfants en promouvant le respect du droit international, en permettant l'adoption de mesures immédiates et concrètes, notamment des plans d'action. Cinquièmement, financer cette cause. Les coupes budgétaires colossales sapent nos capacités à surveiller, à prévenir, à riposter. Les programmes de réintégration sont réduits. Le soutien à la santé mentale disparaît. Les soins spécialisés pour les rescapés de violences sexuelles sont plus difficiles à recevoir. Sans financement prévisible adéquat, le programme Enfants en temps de conflit armé ne pourra porter ses fruits. Enfin, tous les États sont tenus non seulement de respecter le droit international humanitaire, mais également de veiller à ce que les autres acteurs le fassent. Tout appui militaire, financier ou politique à des parties en conflit doit aller de pair avec des attentes claires en matière de protection des enfants. Excellence, l'UNICEF est né des cendres de la guerre, a été créé pour aider les plus vulnérables, les enfants pris au piège des conflits. Et cette cause n'a jamais été plus urgente qu'aujourd'hui. Les enfants ne sont pas des dégâts collatéraux. Ce ne sont pas des soldats, ce ne sont pas des monnaies d'échange, ce sont des enfants qui méritent de vivre en toute sécurité, qui méritent que justice soit rendue, qui méritent des perspectives d'avenir. Le Conseil de sécurité peut grandement contribuer à faire advenir un tel avenir pour les enfants. Nous ne pouvons nous permettre que ces graves violations contre les enfants continuent d'être perpétrées. Cela ne peut être la nouvelle norme. Agissons avec un sentiment d'urgence, avec courage et surtout emplis de la conviction que chaque enfant, où qu'il se trouve, mérite de vivre en paix. Je vous remercie. Je remercie Madame Sen Gupta de sa déclaration.